Donc, dans le dossier, une forme de double exposition. Pourquoi une forme 2 ? Parce qu'en fait, il y a plein de méthodes pour faire la double exposition. Donc, vous m'avez montré une image qui vous plaisait et c'est celle qui est là, en fait, voilà, qui aurait dû être là dans le dossier modèle à suivre. Vous m'avez montré cette image-là et donc j'ai testé 5 minutes pour voir comment on pourrait obtenir cet effet de superposition de végétation sur le personnage et en même temps une partie du personnage qui est invisible. Bon, j'ai pas obtenu exactement la même chose parce que je suis pas démarré les mêmes images, mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui ressemble. Donc on va tester avec ces images-là et puis vous allez tester avec d'autres images. Donc la végétation que j'ai trouvée, elle est là, avec une partie claire. Le portrait que j'ai trouvé, il est là. OK, ça c'est juste l'endroit où se trouve le portrait. Sur le web, c'est pas important. Alors, voyons ça. Si on va voir le résultat que j'ai obtenu dans le dossier Photoshop qui termine par 02. Ah oui, il y a aussi la montagne, j'ai oublié de le dire. Donc, le dossier qui termine par 02. Voilà. Dans la palette des calques, on a le paysage qui n'est visible qu'à l'endroit où le portrait d'en bas ici est visible. Grâce à un système qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle l'écrêtage de calque. Donc l'écrêtage de calque, vous voyez la petite flèche, ça c'est une astuce qui est fort utilisée dans Photoshop. Et ça commence à être connu, quand même les gens connaissent cette astuce maintenant, mais les débutants parfois ne connaissent pas et ils sont obligés, à la place de faire ça, de faire des masques. Mais c'est vraiment une bonne alternative au masque. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, on va le défaire. Là, il est fait, l'écrêtage. On va le défaire. Et c'est là qu'il faut se concentrer. Un ouvre Photoshop. Mais d'abord, avant de le défaire, vous allez voir, quand il est activé, là, sans aucune sélection, c'est important, pas de sélection. Menu sélection, ça ne vous propose pas de désélectionner, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection. Avec l'outil de déplacement, utilisez bien sûr avec l'option sélection automatique décochée. Quand vous déplacez, vous voyez qu'on peut déplacer l'image. Si on zoome en arrière et qu'on fait CTRL-T, on peut agrandir, tourner, etc. On pourrait aussi remplacer par autre chose, par une autre image, c'est pas un problème. J'ai pris des images vite fait que j'ai trouvées en 3 minutes sur le web pour faire ce test. Mais donc, cassons le système, cassons l'écrêtage. C'est là qu'il faut se concentrer. Touche Option, donc touche Alt enfoncée au clavier, je la garde enfoncée. Je n'enfonce pas les boutons de la souris, mais je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes, entre celle qui tombe dans le portrait et le portrait. Et donc, je fais voyager le pointeur et à un certain moment, je vois cette icône-là. Et là,
Ah, on ne la voit plus. Là, voilà. Là, je vais devoir cliquer sans bouger la souris. Parce que puisque j'ai la touche option enfoncée, si je bouge la souris, je risque de dupliquer un de ces deux calques. Mais là, c'est cliquer sans bouger la souris quand on voit cette icône. Et voilà, on a cassé l'écrêtage. Et là, on voit que tout le décor est visible partout. C'est sympa aussi. Mais on va refaire l'écrêtage. Touche option, la touche Alt, je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes. Quand j'ai l'icône spéciale, je vais cliquer sans bouger la souris. Voilà. Et on a fait l'écrêtage. Et ça, c'est très pratique. Ça veut dire que, ben voilà, on peut faire en sorte que tout un calque ne soit visible que là où il y a des pixels visibles en dessous. C'est la vôtre. Donc, on voit le feuillage uniquement là où il y a le portrait, mais en plus, il y a eu de l'écrêtage qui fait en sorte que le feuillage ne recouvre pas. Alors, on va, dans un premier temps, enlever l'œil en face du calque du dessus. Voilà ce que ça donne, en fait. Vous comprenez? Le feuillage est visible qu'à l'endroit du portrait, et en plus, les parties les plus claires du feuillage sont invisibles pour laisser apparaître l'arrière-plan, la montagne. Donc, c'est de l'écrêtage de luminosité. Il y a un double écrêtage de calque par les pixels du calque d'en dessous, qui est d'ailleurs souligné pour dire que c'est lui qui est à la base du système d'écrêtage. Et écrêtage par luminosité. Alors, si vous double-cliquez donc à droite du nom du calque, vous avez tout simplement le curseur ici qui a été déplacé. Je vais le remettre en place. Donc, comme ça, vous voyez, tous les pixels vont apparaître. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Ça aurait dû être le cas. Tous les pixels auraient dû apparaître. C'est peut-être qu'il y a eu quelque chose ici. Il faut que je vois. Ok, donc pourquoi est-il transparent, ce calque? Il y a certainement quelque chose à ce niveau-ci. Ah oui, je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. C'est un peu complexe, hein. Dans le calque d'en dessous, il y a également un écrêtage. Voilà, là, ça marche. OK, dans le calque d'en dessous, il y avait également un écrêtage. J'ai été double-cliqué à droite du nom et j'ai été remettre le curseur ici à gauche, le curseur là à droite. Et puis là, quand j'ai supprimé l'écrêtage donc sur le calque d'en dessous, sur le calque du dessus, on voit qu'en effet, on avait le feuillage qui était rendu partiellement transparent. Voilà. Ah, c'est un peu complexe, hein, mais on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir le processus. On est déjà dans du Photoshop avancé, mais c'est vous qui avez demandé pour voir ce genre de choses. Après, il y a peut-être des scripts qui existent et qui vous le font tout seul. Voilà. Ou peut-être que vous allez trouver une autre méthode. Bon, écoutez, le plus simple à ce stade, parce que c'est quand même relativement complexe d'analyser ça, on va le refaire ensemble. Je vais faire ici fichier version précédente. Voilà. Je vais juste faire une copie d'écran de ma palette des calques pour me souvenir à quoi elle ressemble et m'en servir en tant que modèle, en fait, hein. Voilà. Donc, une copie écran qui va me servir de modèle. Voilà, voilà. Ça, c'est la copie écran. OK. Je vais même la mettre en négatif, comme ça, on voit bien que ce n'est pas la vraie palette des calques de Photoshop et que c'est juste mon modèle. Donc là, vous pouvez fermer
les images, les Photoshop, les résultats que je vous ai montrés, et vous allez ouvrir les 3 images JPEG qui sont fournies. Donc la montagne, l'arbre et le portrait. Vous ouvrez ça dans Photoshop. Essayez éventuellement de séparer la montagne du reste en prenant l'onglet et en le bougeant. Oui, c'est vrai que sur Windows, c'est un peu plus compliqué pour vous, c'est différent. OK, on va le laisser comme ça. Vous êtes sur Windows, donc on va pas séparer la fenêtre, hein. On va plutôt faire comme ça. On a les 4 images, enfin 3 images. Vous avez 3 images. Moi, j'ai la 4e ici qui est juste mon modèle pour le montage. Alors, on va déplacer l'image du portrait dans la montagne, mais comme vous voyez, il faut d'abord faire un masque pour qu'il n'y ait que le portrait qui soit visible. Je vous rappelle que mon petit modèle ici est en négatif, hein. Donc, le masque, ce sera la silhouette blanche entourée de noir. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, dans l'image de ici, on va demander sélection sujet. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est bien fait? Il y aura peut-être des corrections à faire. Il n'a pas vu, à mon avis, les reflets des perles. Il n'a pas compris ce que c'est. Ça revient à la mode, les perles. C'est la folie. Avant, c'est un truc de grand-mère et maintenant, toutes les filles en veulent. Vous avez vu ça? Ah si, les perles, ça revient en force. Alors, palette décalque. On va cliquer sur l'icône du masque. Et voilà, le décor est donc non visible. On va transporter le portrait vers la montagne. Donc, vous allez pouvoir, avec l'outil de déplacement, déplacer vers la montagne. Ou alors, quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est prendre le calque, et ça pourrait aussi être un groupe fermé, si on avait fait un groupe, prendre le calque et le déplacer directement vers l'onglet de la montagne. Et puis, quand on est là sur la montagne, on descend. Voilà. C'est Jodassin qui chantait un truc, je descends de la montagne. Non? Eh ben voilà. OK, donc on a le calque. Bien. Vous allez leur dimensionner. Donc je zoome en arrière, parce que je sais que les poignées de leur dimensionnement vont sortir des limites de l'image. Je fais un CTRL-T, commande T, donc édition, transformation manuelle, ici. Ah, non. Petite erreur de ma part de manip, voilà. Donc CTRL-T, voilà. Et avec la touche A, la touche option enfoncée, je prends une poignée du coin, et voilà, ça redimensionne par le centre, et voilà. Donc là, ce n'est pas un objet dynamique, donc je suis en train de réduire le nombre de pixels, donc je réduis la qualité. Mais ne compliquons pas les choses. C'est déjà pas facile comme ça, et on n'a pas réduit tellement. Ah, ceci dit, attendez, faites Escape. Et si vous avez déjà validé, faites édition annulée. Regardez ce qu'on pourrait faire. Plutôt que plutôt que de rétrécir le portrait, on va agrandir la montagne. Et précédemment, on avait fait ça en jetant le calque et en augmentant le nombre de pixels de l'image réceptrice, là, puis en ramenant le calque. Mais ici, on va le laisser dedans, le calque de la dame. Vous allez prendre l'outil de recadrage. C'est important d'être en zoom arrière pour ce qui va être fait ici. Outil de recadrage. Avec l'option ici, au-dessus, fond transparent. Donc, ça va remplir par la transparence. La zone qu'on va ajouter, ce sera du transparent, c'est ce qu'il faut. Donc, finalement, on n'a pas fait de modification de la taille de la dame. C'est comment? Et on est en train de faire... Oui, là, je fais Escape. Toi, tu ne l'as pas parce que c'est le calque d'en dessous qui est activé. Et
quand tu actives l'outil de recadrage, il te met arrière-plan à la place, mais c'est la même chose. L'essentiel, c'est de ne pas être en développement génératif. On ne va pas demander d'inventer du détail. Ici, on va agrandir l'image. D'autant que chez certaines parmi vous, l'intelligence artificielle ne s'enclenche pas dans Photoshop. Donc, voilà. On ne va pas faire chez certains ce que chez d'autres, on ne peut pas faire. On va faire à l'ancienne. On va juste agrandir l'image de la montagne. Donc, outil de recadrage. Je redémarre le processus en quittant l'outil, en revenant dessus. Voilà. On va prendre la poignée du coin et en enfonçant la touche Shift pour garder les proportions. Dans ce cas-ci, c'est bizarre, mais oui, touche Shift enfoncée, touche majuscule, et touche Alt pour que ça se crée par le centre. Et là, j'agrandis, vous voyez, j'agrandis. Je lâche le bouton de la souris, puis, calmement, je lâche la touche Alt, la touche Option, et la touche Shift. Pourquoi est-ce que je dis calmement ? Parce que beaucoup de gens, quand on leur dit de lâcher le bouton de la souris, puis la touche Alt et majuscule, ils lâchent tout en même temps. Il y a une chance sur deux que ça n'ait servi à rien d'enfoncer les touches. Donc les touches, c'est après, c'est des touches de contrainte, on les lâche après avoir lâché le bouton de la souris. On valide avec le petit V au-dessus, et vous avez agrandi la zone de l'image. Il ne reste plus qu'à agrandir l'image de la montagne. Voilà. Donc, on n'a pas dû, dans ce cas-ci, réduire la dame. Donc, en effet, ça correspond à image, taille de la zone de travail. Ça, on va plutôt l'utiliser quand on doit agrandir d'un certain nombre de centimètres ou pixels précisément. Voilà, on va dire relatif, et je vais dire, oui, relatif, et je vais dire que j'augmente, par exemple, vers le bas de 254 pixels, si c'est ce qu'il me faut. Voilà, c'est plutôt là qu'on va utiliser cette fonction. Ou alors vers le haut, voilà, on a dit vers où on agrandit. En mode relatif, ça permet d'indiquer exactement, précisément de combien on augmente. C'est l'embête. Bon, donc ça, on ne va pas l'utiliser ici. C'est très rare quand on l'utilise, en fait, sauf peut-être quand on fait du web, des interfaces, ça peut servir. Ou dans d'autres cas, je ne sais pas, mais moi, je n'utilise pas beaucoup. Mais c'est très vieux dans Photoshop. Plus vieux que l'outil de recadrage qui permet d'agrandir comme ça. Est-ce que vous avez obtenu de la zone transparente autour ou du blanc ? Ça. Transparent parce que vous aviez un calque zéro ? Sauf toi qui a du blanc, mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Donc, vous zoomez en arrière, vous travaillez sur le calque d'en dessous, vous faites un CTRL-T, commande T, une transformation manuelle, vous avez les poignées qui se mettent autour de la montagne, sauf chez toi, ça se met sur le bord de l'image à cet endroit-ci. Les poignées, certainement. Ou pas. Il faut peut-être que toi, tu double-cliques d'abord. Oui, à mon avis, il faut d'abord, avant d'utiliser l'outil de recadrage, toi, tu dois double-cliquer sur le mot arrière-plan, à droite du mot arrière-plan, et tu cliques sur OK, et ça va transformer le calque en calque 0. Ouais. Ça va peut-être aider. Parce que je ne sais pas si, avant de faire ça, quand tu faisais CTRL-T, tu voyais les poignées. Donc, on prend la poignée avec la touche Alt, pas majuscule, là, parce que Photoshop, dans ce cas-là, il fait d'office les proportions, et vous agrandissez. Voilà. Et vous validez. Donc, une astuce qui peut être intéressante, le décor est trop petit, on l'a agrandi. Et maman, pas pixelisé. Alors, non, ça ne pixelise pas l'image, ça l'améliore. Donc, méfiez-vous de ce que certains vous racontent, qu'il ne faut jamais multiplier les pixels dans une image Photoshop parce que ça pixelise. C'est faux. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça, peut-être dans les années 80, mais ça fait pas mal de temps que quand on multiplie les pixels d'une image, ça améliore. Alors, dans les préférences de Photoshop, il est d'ailleurs réglé, ne le faites pas ici, mais je vais vous montrer, que c'est la méthode d'interpolation 2.0 qui doit être utilisée quand on modifie, quand on fait de la transformation, en fait. Voilà. Mais c'est indiqué quelque part. Voilà, oui, c'est ça. Dans Aperçu de technologie, tout en bas dans les préférences,
conserver les détails 2.0 lors de l'agrandissement. Voilà, donc c'est l'agrandissement, le meilleur qu'on avait d'ailleurs utilisé l'autre jour dans la boîte image taille de l'image. Vous vous souvenez, conserver les détails, il y avait même un curseur pour enlever les artefacts JPEG s'il fallait. Non, ça améliore. Ah, forcément, si on diminue, il y a moins de pixels et de manière pas très surprenante, on dit que ça pixelise en fait. On voit de plus en plus les pixels, ça pixelise. Oui, quand on dit qu'une image est pixelisée, ça veut dire qu'on voit trop les pixels. Il n'y en a pas assez. Bon, ben on va enregistrer le document au format forcément Photoshop parce qu'il y a des calques, on n'a pas le choix. Il y a un autre format qui permet d'enregistrer avec des calques, c'est le format TIFF. Mais, et ceci dit, c'est réputé comme étant le format d'image le plus universel. Si on veut qu'une image passe partout, le format TIFF, c'est réputé. C'est pas le JPEG le plus universel, c'est pas le PNG, c'est le TIFF en fait. Tagged Image File Format. Mais c'est très vieux. Mais là, on enregistre au format Photoshop. Donc, voilà. Ok, juste pour tester, je vais réouvrir, pas celle-là, la montagne au format JPEG, parce qu'on est en train de discuter de ça. Vous pensez que multiplier les pixels pixelise? Alors, j'ai jamais testé sur cette image. On va voir. Donc, à gauche, la version agrandie. À droite, la version originale. Alors, allons voir un peu du détail dans la version originale. Que je vois un peu ça. Ouais. Ici, entre la tache noire et la tache blanche. Je vais zoomer ici. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une différence de qualité si je zoome sur le caillou blanc et là, je zoome sur le caillou blanc? Qu'est-ce qui est le mieux? À gauche. Pourtant, c'est la version multipliée. Hein, tu dis les deux sont moches. Non, en principe, ça améliore. Et on n'a même pas utilisé le super zoom. Hein, c'est juste l'ancienne méthode de multiplication des pixels avec interpolation. Ah, ce serait mieux. Ce serait mieux, oui, super zoom aurait été mieux, mais bon, ça prend du temps. Oui, il faudrait prendre juste l'image du fond. Alors, si vous avez beaucoup d'images sur lesquelles vous devez faire un super zoom, il faudra penser à mettre au point un script d'action. Et une fois qu'il est mis au point, c'est juste un script d'action dans lequel vous enregistrez le super zoom et quels paramètres vous voulez pour le super zoom. Et puis, par le menu Fichier, Automatisation, Traitement par lot, ce qui s'appelle en anglais le batch, vous pourrez indiquer un dossier où se trouvent les images sources, les images originales, et indiquer un dossier vide. Et il va vous ouvrir tout seul toutes les images, une à une. Chaque fois qu'il ouvre une image, il la traite par super zoom, puis il l'enregistre, puis il la ferme, puis il ouvre la suivante. Et vous pouvez traiter comme ça par super zoom ou par n'importe quel filtre des centaines, des milliers d'images. C'est le traitement par lot. Le traitement par lot utilise des scripts d'action que vous avez créés vous-même, des macros. On appelle ça les scripts d'action pour les différencier avec les autres scripts dont je vous ai parlé l'autre jour qui sont créés par des gens qui s'y connaissent en JavaScript ou Visual Basic ou autre langage de programmation. Voilà, pour faire ce genre de choses, par exemple, le processeur d'image, processeur d'image. Pour faire ce genre de script,
ça demande des compétences. Ou fichier script statistique. Voilà, tout ça demande des compétences. Par contre, pour faire des scripts d'action, avec un peu de jugeote, on y arrive. Tiens, statistique de l'image. Pratique, ça. C'est ce qui sert normalement, notamment, puisque je le vois là, je vous le dis, c'est ce qui sert, vous savez à quoi ça sert? Vous mettez votre appareil photo sur un trépied dans une ville, par exemple. Vous dirigez vers un bâtiment, vous prenez une première photo du bâtiment. Ah, c'est dommage, il y a des gens qui passent devant. Vous prenez une deuxième photo du bâtiment. Bon, il y a encore des gens, mais ils ne sont pas au même endroit, mais il y a encore des gens. Eh bien, en fournissant 10, 20, 30 images du bâtiment, mais avec des gens à différents endroits, tout seul, il va vous retirer toutes les personnes, sauf celles qui restent au même endroit. Mais il va vous retirer, ça fait longtemps que ça existe dans Photoshop, c'est une des utilisations. On vide comme ça une ville, on a une ville, des rues qui paraissent vides, alors qu'en fait, c'est juste plein de photos qui ont été prises et passées dans Photoshop et traitement statistique automatique, voilà. Ça, c'est... Donc ça fait partie des scripts, fichier script statistique. Donc voilà, je vais fermer l'image JPEG à droite, c'était juste pour montrer que, voilà, c'est contre-intuitif peut-être, en fait, voilà. Non, c'est parce qu'en fait, dans l'image, il y a les informations. C'est la théorie de l'échantillonnage. Je vais juste la citer ici, mais juste pour vous dire que c'est la théorie de Nyquist-Shannon qui dit que... Oui, Nyquist-Shannon, qui dit, c'est le théorème d'échantillonnage, qui dit que quand on a une image qui a été prise avec beaucoup de pixels et qu'on réduit, on peut, par calcul, remultiplier les pixels de l'image et faire réapparaître du détail qui est latent dans l'image, qui est de manière mathématique là, mais on ne le voit pas. Donc, c'est pour ça, donc c'est pas juste empirique qu'on multiplie les pixels de l'image et ça ne détruit pas l'image. Il y a vraiment un théorème derrière ça, une explication de l'échantillonnage. Et c'est pas valable qu'en image, pour le son aussi, c'est le même principe. Si vous partez de quelque chose de précis et que vous le réduisez, en le réaugmentant, on peut rattraper du détail. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Voilà, il y a une vidéo que j'ai faite justement sur la suppression des personnages qui s'appelle « Exercice supprimer personnage par stat pile d'images. Statistique Adobe Photoshop ». Donc, le lien direct est là. C'est sur YouTube, ça dure 26 minutes. Donc, on voit que on va désigner... Et en fait, c'est une vidéo ici. Hein. Les différentes images viennent d'une vidéo et ça a été d'abord enregistré en tant qu'image séparée sur le disque dur, puis on demande aux statistiques de les traiter et ça va supprimer tous les personnages. À la fin, on va se retrouver avec automatiquement une ville vide. Voilà. Déjà une pratique Les vidéos de? effacer les preuves. Ah, je ne sais pas. Effacer les preuves... Ouais, voilà, à la fin, vous voyez, on se retrouve avec non seulement les personnages qui sont partis, mais en plus, Ah, c'est le même. on va avoir une image de meilleure qualité parce que toutes les images de mauvaise qualité de la vidéo de surveillance, ici, je trouve, oui, en effet, c'est une caméra dans une ville, ont été combinées. Non seulement il n'y a plus de personnages, mais en plus, la qualité s'est améliorée. Et j'ai une autre vidéo ici qui s'appelle « Exercice améliorer plan fixe vidéo par stat pile d'images », où là, j'ai un plan fixe en vidéo de 2 chaises. Et à chaque image, la vidéo est tellement mauvaise qualité qu'à chaque image, le grain change.
les informations changent, la compression n'est pas la même d'une image à l'autre. Et alors, avec la statistique, j'arrive à créer une image fixe grâce à ça. Donc, ça fait partie des techniques pour améliorer les vidéos, les films, mais souvent intégrés à des outils comme Topaz. Vous n'avez pas besoin de le faire nécessairement dans Photoshop. Mais là, j'ai juste montré que grâce au stade d'image, j'arrive à obtenir une image meilleure que chacune des images de la vidéo prises séparément. Ça va moins vous intéresser que de retirer les personnages. Ceci, hein. Voilà, ça c'est les images d'origine. Vous voyez, elles sont pourries, hein, chacune prise séparément. Et pourtant, à la fin, on arrive à avoir une image de meilleure qualité, comme ça, voilà. Donc, puisque ça vous intéresse les stats, je vous ai donné 2 ressources là que vous pourrez creuser si vous voulez. Et on en parle partout sur le web, hein. Ça s'appelle la technique de la pile d'images. Image stack en anglais. Alors, on continue notre boulot ici. Il y a de l'écrêtage pour rendre certaines parties du personnage invisibles pour faire apparaître la montagne derrière. Donc, on va faire ça. Donc, dans la palette des calques, en travaillant donc sur le calque du dessus, le calque du dessus, on va les double-cliquer à droite du nom du calque et on va rendre invisibles les parties les plus claires, par exemple, non, les plus claires et les plus foncées. Donc, vous prenez d'abord le curseur ici, vous le déplacez vers la gauche, et vous voyez que les parties les plus claires deviennent invisibles. Même chose pour la partie droite. Alors ça, c'est juste un choix artistique. Je vous montre la technique, après vous ferez ce que vous voulez avec la technique. Voilà. Et alors, on n'a que 2 niveaux de transparence. Là, si on zoome, on voit que soit c'est visible, les pixels de la dame, soit c'est invisible. Mais on va créer les niveaux de transparence, vous vous souvenez, avec la touche Option, en séparant les deux. Voilà. En séparant les deux, on crée des niveaux de transparence. Voilà. Ça peut être intéressant. Oh, comment on sait pas? OK, donc on a de l'écrêtage. Donc les pixels sont rendus invisibles de 2 manières. Premièrement, par le masque, pour que le décor derrière n'apparaisse pas. Deuxièmement, par l'écrêtage. Voilà. Alors je sais qu'on a un petit problème sur le côté de la dame, il y a une ligne verticale parce que son épaule débordait du cadre de l'image, mais bon, ça c'est pas un drame, ça se corrige après. Bon, mais ce genre de choses en soi peut déjà être intéressante. Si vous modifiez le mode de fusion, par exemple, il y en a un qui s'appelle luminosité, le mode de fusion du calque. Ça ne montre plus les couleurs du personnage, mais le calque sert à modifier la luminosité de ce qui se trouve en dessous. Donc les pixels de la montagne, leur luminosité est modifiée grâce au calque du dessus. C'est simplement en mettant le calque du dessus en mode luminosité. Sinon, vous avez aussi plein d'autres modes de fusion à tester, mais je vous montrerai juste celui-là qui peut être intéressant. Sinon, c'est empirique, il faut tester, il faut passer en revue. Le mode luminosité tout en bas, il est connu, ça peut donner des choses sympas. Mais on ne va pas l'utiliser, en fait. Pour la suite de l'exercice, on ne l'utilise pas. Je voulais juste montrer que ça peut être un truc sympa. Vous pouvez enregistrer le fichier, le nom que vous voulez. C'est toujours utile d'enregistrer. Bien, donc je vais le remettre ici en mode normal.
techniquement, si on le laisse en mode luminosité, ça marchera aussi. Donc, je peux le laisser en mode luminosité, je pense que ça ira. Et on va aller déplacer sur l'image de la montagne, on va aller déplacer l'image des arbres. Alors, c'est des arbres un peu pourris. Au niveau qualité, ça ressemble à du... Oh, ça ressemble à un truc qu'on prenait avec des appareils photo numériques dans les années 90, au début des années 90. C'est vraiment la qualité pas top, mais bon, on va faire ça. Alors, pas besoin de faire de sélection pour déplacer ça. Si je déplace tout, pas besoin de sélection. Je prends juste l'outil de déplacement et je déplace vers l'onglet de la montagne, ou je prends le calque et je le déplace vers l'onglet de la montagne. Alors ici, avec l'outil de déplacement, je le déplace vers l'onglet de la montagne. Où est-il? Il faut que je le trouve. Ah ben oui, c'est celui-là, voilà. Je descends. Voilà. Il est sur un calque. Et je vais faire en sorte que les parties claires soient invisibles. Donc, de l'écrêtage. Donc, je double-clique à droite du nom du calque des fleurs, des feuilles. Voilà. Je double-clique ici à droite. Et dans les curseurs d'écrêtage, je déplace vers la gauche. Et encore une fois, avec la touche Alt pour aménager une zone de transition éventuellement. Si vous décochez les couches, là, vous obtenez des choses spéciales. Ça peut être intéressant pour obtenir des effets de désactiver une des couches rouge, vert ou bleu. Mais ici, je vais les laisser. Mais ça peut être très intéressant. Vous cliquez sur OK. Alors, sur YouTube, j'ai plein de playlists spécialisées où je stocke les choses intéressantes que je vois. Je vous donnerai les liens. Ici, j'ai une playlist spéciale pour Photoshop, les vidéos en anglais. 458 vidéos. Donc, c'est avant tout pour moi que je le fais, mais si ça peut servir à d'autres. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que justement, la technique qu'on vient de voir, que je vous ai dit finalement de ne pas faire, mais la désactivation de rouge, de vert ou de bleu, permet de faire ce genre d'effet intéressant. Ou ça, voilà. C'est grâce à cette technique-là, donc vous trouverez très facilement des vidéos qui vous expliquent ça. Comment superposer deux portraits et un décalque. Voilà, c'est ce qui montre ici. On désactive, c'est ce qui montrait avant que je zoome. On désactive dans un décalque le R. Dans l'autre calque, on désactive peut-être le bleu. Voilà, et ça permet au final d'avoir cet effet intéressant, vite fait, facile. Donc, fin de la parenthèse. Alors, on revient ici. Donc, vous faites l'écrêtage de calque avec la touche Alt. Vous faites en sorte que la vignette du dessus ne soit visible, son contenu soit visible que là où il y a des pixels visibles en dessous. Voilà. Ah, mais là, c'est là qu'on remarque les limitations. Hein. Donc, il faudrait quand même que je mette le calque d'en dessous en mode normal au lieu de luminosité. Sinon, les couleurs du dessus partent aussi. Voilà, et donc le calque du dessus peut être déplacé, agrandi, etc. Transformation manuelle. Voilà, on l'agrandit. Voilà, on valide. Et je vais enregistrer pour ne pas perdre cette étape-là. Donc, si vous n'avez pas su faire l'écrêtage, je vous rappelle, c'est en enfonçant la touche Alt, la touche Option, en faisant voyager entre les deux vignettes, et quand on a cette icône spéciale qui apparaît, on clique sans bouger la souris. Voilà.
Bon, si vous avez des problèmes moteurs et que vous n'arrivez pas à faire ça correctement, il suffit d'activer le calque du dessus et de demander dans le menu de la palette des calques de créer un masque d'écrêtage. Et sinon, vous avez le raccourci clavier aussi. Alt, CTRL-G sur PC, Option, Commande G sur Mac. Et voilà, ça vous le fait. Sans devoir enfoncer la touche Alt et cliquer entre les deux vignettes. Parce que voilà, je peux comprendre que parfois, c'est pas évident. Donc, Alt, CTRL-G, et ça ne marche pas ici. J'ai essayé commande Option G, mais en fait, il y a un conflit avec autre chose dans l'ordinateur, visiblement. Donc, le raccourci, moi, je peux oublier. Il faudrait que j'aille le changer dans les raccourcis parce qu'il y a un conflit, il y a un autre système dans l'ordinateur qui a le même raccourci. Sinon, c'est le menu ici. Créer un masque d'écrêtage. Bon, ben on a presque terminé. Il va falloir dupliquer le calque qui est là du personnage, le mettre au-dessus, annuler son écrêtage et empêcher que certaines parties soient visibles. On va faire ça. Donc, on va prendre le calque du personnage et l'amener sur l'icône du signe plus. On obtient une copie que je mets au-dessus des fleurs. Voilà. Ah tiens, l'écrêtage a été cassé du coup. Je vais devoir le refaire. Voilà. Donc, le personnage du dessus. Alors, si vous devez faire souvent ça, c'est jamais. Vous voulez faire une série de portraits comme ça, avec des objets ou des fleurs qui apparaissent partiellement sur les personnages, ce serait intéressant de faire un script d'action pour que, en un clic, tout ce qu'on vient de faire là jusqu'à présent soit déjà préparé, quitte à devoir le modifier pour l'adapter. Mais il est possible de tout ce qu'on fait là, qu'en une fraction de seconde, Photoshop vous le fasse. Il suffit d'avoir fait ça en enregistrant dans la palette Action, après avoir fait un dossier à votre nom, puis après avoir créé un nouveau script, et arrêter l'enregistrement après, voilà. Donc, c'est ça le principe. On fait les choses, ça s'enregistre, et puis ça permet de réappliquer. Donc, je précise ici que, voilà, si vous devez faire souvent les mêmes opérations, pensez au script d'action. Donc, le portrait du dessus, on va double-cliquer à droite de son nom, et l'écrêtage, on va le remettre en place pour que tout apparaisse. Voilà. Donc, les curseurs de gauche, les curseurs de droite, tout est en place. À ce stade, ce sera intéressant d'enregistrer. Ce serait intéressant de stocker le masque dans la palette des couches, au cas où on le foirerait et qu'on aurait besoin de le récupérer. Il y a d'autres méthodes, mais un peu plus complexes, je ne vais pas vous les dire ici. Donc, touche contrôle du PC, touche commande du Mac, je clique sur le masque. Ça génère une sélection. Et je demande sélection, mémoriser, OK. Donc, je viens de stocker une copie du masque en tant que couche alpha. Et là, maintenant, je peux désélectionner. Donc, c'est juste au cas où on foirerait les choses. On a stocké une copie du masque en tant que couche alpha de sélection mémorisée. C'est donc touche contrôle, cliquer sur le masque, et puis sélection, mémoriser la sélection. Alors ici, on va travailler sur le masque, justement. Et donc, l'idée, c'est de prendre le pinceau
et de dessiner en blanc pour empêcher, en noir, pour empêcher que certains pixels soient visibles, et on verra donc le système qu'on a en dessous, les fleurs. Donc, c'est bien le masque qui est encadré ici. J'ai bien le pinceau. Mode normal 100%. J'ai pas de sélection active. Sélection, ça me propose pas de désélectionner, c'est grisé. Je vais dessiner en noir. Donc noir dans la case de premier plan. CTRL-ALT, c'est la dimension du pinceau. Et là, je teste qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, là, je vais annuler de temps en temps. Voilà, et on a l'effet qu'on avait sur le... Comment dire? On a l'effet qu'on avait sur le modèle, un peu. À l'endroit où il est censé y avoir le modèle, il y a des arbres et des trous. Voilà. Amusant. Oui, mais c'est parce que Après, il faut mettre tout ça dans un groupe pour le bouger tout ensemble, évidemment. Ou simplement clic majuscule clic, et quand on bouge, tous les calques bougent. Ou je transforme. Ça marche. voilà, c'est OK, alors pour ceux qui veulent aller plus loin, ici, je vais juste annuler les modifications que j'ai faites. CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà, je suis revenu là. Et je vais essayer de mettre en place quelque chose de plus souple, de moins destructif. C'est-à-dire que je vais créer un calque vide, le mettre en dessous. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Ne le faites pas nécessairement si vous êtes un peu débutant en Photoshop. Calque vide sur lequel je vais écrêter le personnage. Voilà. Donc, en principe, donc les pixels ici, déjà, le décor n'est pas visible grâce au masque, mais en plus, les pixels là ne sont visibles que là où il y a des pixels en dessous. Et si maintenant je dessine au pinceau n'importe quelle couleur dans le calque d'en dessous, en principe, ça va faire apparaître. Voilà. Ah, sauf que il aurait fallu que je lui mette le masque aussi. Avec la touche Alt, je vais lui déplacer le masque. Voilà. Donc, si je dessine là-dedans, voilà, je fais apparaître où je veux la dame par rapport aux fleurs. Ça, c'est avec du noir, oui, mais peu importe la couleur, en fait. Et puis, si j'utilise la gomme, je vais enlever des pixels. Oui, pas du blanc, hein, la gomme dans ce cas-ci. Et si j'enlève du pixel, forcément, le portrait n'apparaît pas là où j'enlève les pixels, vous voyez? Donc ça, c'est plus souple parce que je peux y aller comme je veux. Donc si je devais faire un script avec ça, je ferais un script qui crée tous les calques là, et puis ça me permet de modifier comme je veux. Alors, si cette dernière chose vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, vous aurez l'enregistrement et vous pourrez voir comment ça marche. Vous aurez les fichiers aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de vous démontrer qu'avec Photoshop, on peut faire des choses souples, sans problème. On peut même encore bouger les fleurs, les redimensionner, comme on veut. Donc ça répond à ta question. Tu avais trouvé un exemple sur le web. Voilà comment moi, je ferais ça. Tu vas devoir travailler dessus. Tu n'as pas acquis les compétences là pour le faire. Mais enfin, comment ça se fait? Mais enfin, c'est si simple. Donc franchement, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que ça demande du temps. Ça demande du temps pour tester. Bah, c'est intéressant. Ça fait partie des effets qui sont un peu à la mode ces derniers temps, mais ça existe depuis longtemps en fait, hein. Les doubles expositions en photographie, ça existe depuis longtemps.
Ce que je ferai peut-être bien après, c'est vous montrer que je vais créer le script pour arriver à faire ça. Et en un clic, vous arriverez à générer tous les calques. Mais bon, dans un premier temps, ouais, j'ai réglé le problème de l'épaule en mettant une tache noire floue ici et là. Donc, je vous ai fait un document dans lequel je mets des liens vers des formations au script d'action dans Photoshop, avec différentes vidéos, avec les liens qui sont là. Je vous les montre vite fait. Donc, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin sur les scripts d'action. Donc, voilà un script pour convertir en sRGB, donc le mode couleur RVB, mais spécifiquement le profil sRGB qui est utilisé pour le web. C'est ce qui décrit le mieux le parc informatique de l'internaute moyen. Même s'il y a des gens, bien sûr, qui ont des écrans meilleurs que du bas de gamme, quand on fait du web, on fait des images adaptées au bas de gamme, au niveau des couleurs. Donc, convertir en sRGB et changer de format de fichier à l'aide d'un script concret. Oui, ça peut servir à ça aussi. Donc, dans Photoshop, vous avez quelque chose qui s'appelle fichier script processeur d'image et qui permet de convertir tout type d'image vers un de ces formats ici, JPEG, Photoshop ou TIFF. Mais si on doit convertir vers un autre format que ces trois-là, il faut mettre au point soi-même un script. Et donc, c'est ce que ça vous explique ici en 15 minutes. La suite, un script pour accentuer les détails par passe haut. Quand on a appliqué le renforcement accentuation, je vous avais dit que c'est le vieux système qui marche pas trop mal pour accentuer les détails, mais qu'il y a mieux. Et donc ici, non seulement j'explique dans la vidéo comment accentuer les détails dans les photos, à la manière d'un photographe professionnel, par le système du passe haut, et j'explique aussi ce qu'est le passe haut à l'intérieur. Et puis, je montre qu'on peut scripter ça pour déjà préparer le travail sur des centaines d'images s'il fallait, qui sont dans un dossier, déjà que les calques soient déjà créés. Et puis, on ouvre l'image et puis il n'y a plus qu'à modifier. Parce qu'évidemment, en fonction de chaque image, il va falloir modifier. Donc, spécifiquement, j'ai fait ça sur des images avec du vert parce que ça se voit encore plus. Le problème, pour avoir de la netteté quand on photographie du vert, c'est pas évident. Question de quantité de photosites sur le capteur de l'appareil photo. Et donc, toute photo doit être améliorée au niveau de sa netteté. Pourquoi? Parce que les appareils photo numériques photographient flou. Ils photographient flou et c'est fait exprès. C'est pour éviter les moirés. C'est expliqué dans la vidéo. Toute photo, tout appareil photo numérique a devant le capteur un dispositif pour rendre l'image floue. Voilà. Alors, il existe des appareils photo parfois avec version sans filtre. On appelle ça le filtre passe-bas, sans le filtre qui rend flou. Et ça, c'est pour ceux qui font des photos de la nature. Voilà, vous photographiez des rochers, des arbres et tout ça, vous n'avez pas besoin de ce filtre-là qui rend les images floues. Par contre, dès que vous êtes en environnement, une ville, des objets, dès qu'il y a des tissus, dès qu'il y a des lignes parallèles dans ce que vous photographiez, si l'appareil ne rendait pas les choses floues, ça ferait des dessins, ce qu'on appelle des interférences, des moirés. Tout ça est expliqué dans la vidéo. Ici, il s'agit d'un script pour insérer un réglage de courbe dans une série d'images pour qu'il n'y ait plus qu'à ouvrir l'image et le réglage est déjà là, prêt à être utilisé. On peut même jouer le traitement par lot et il va ouvrir chaque image et ouvrir le réglage courbe et attendre que vous le modifiez. Vous le modifiez, vous cliquez sur OK, il enregistre tout seul l'image, il ouvre la suivante, il ouvre le réglage courbe, etc. Comme ça, ça vous accélère le travail. Vous n'avez plus qu'à être devant votre ordinateur, vous avez lancé le traitement par lot avec le script d'action que vous avez mis au point,
celui qui permet de mettre un réglage courbe, et voilà. Vous ne faites que corriger, pas de manipulation, créer des calques, enregistrer les images. Un autre script qui permet de mettre un logo dans le coin de photos différentes. Alors, il existe en ligne des services, alors je suis même pas sûr que ça existe encore, des services qui permettent de faire ça. Vous envoyez vos photos et vous envoyez le logo que vous voulez, et ça vous le met en bas à droite de la photo. Mais là, j'explique comment le faire dans Photoshop. Des photos de dimensions différentes. Parce que si c'est toutes les mêmes photos, c'est facile, on met au point un script sur la première photo et il n'y a qu'à faire la même chose sur les suivantes. Mais là, c'est mettre un logo en bas à droite de photos qui sont toutes différentes au niveau de leur dimension et quantité de pixels. Certaines sont horizontales, d'autres verticales, etc. Mais le logo ira toujours en bas à droite. Il y a une astuce qui est expliquée ici. L'astuce, c'est que Photoshop ne sait pas le faire. Il ne sait pas mettre un logo en bas à droite. Donc, l'astuce, c'est de retourner à 180 degrés l'image et de coller en haut à gauche, parce que ça, il sait le faire, un logo à l'envers. Et puis on retourne à nouveau à 180 degrés, vous avez vos logos en bas à droite. Donc c'est expliqué. Ben oui, il y a des limitations, il faut les contourner. Autre chose, exercice d'accentuation des détails par passe haut scripté, c'est encore la même chose, c'est pour expliquer comment mettre sur des photos de la netteté avec un script. Exercice, utiliser un script pour corriger couleur et netteté. Oui, c'est encore la même chose. Donc, vous avez le choix. En fait, il y a des vidéos qui sont relativement anciennes, mais ça n'a pas changé, ça, dans Photoshop. Donc, c'est toujours valable. Mettre son logo en bas à droite de photo, encore un autre exemple de script. J'espère que c'est pas... Non, c'est pas la même vidéo que l'autre, c'est une différente. Donc, vous avez le choix. Donc, ceux qui veulent vraiment approfondir Photoshop, on n'a pas l'occasion ici, on n'a pas 3 semaines de Photoshop, rien que du Photoshop, donc il faut que je vous refile, pour ceux que ça intéresse, des infos sous une autre forme, où vous regardez par vous-même. C'est bien aussi des patchs automatiques qui miment. Le batch, oui, c'est le traitement par l'eau, le batch, dans Photoshop. Oui, évidemment, c'est un gain de temps. On applique des choses sur des dossiers, on applique des transformations, oui, c'est un super gain de temps. Quand j'expliquais mettre un logo en bas à droite de photo, ensuite on fait le traitement par l'eau, et sur des centaines de photos, vous avez votre logo, avec de la transparence si vous voulez, et comme ça, quand vous diffusez sur les réseaux sociaux ou quoi, c'est déjà moins évident pour quelqu'un d'arriver à piquer vos photos et dire qu'il n'était pas au courant, parce que s'il y a le logo en bas à droite, quand même, voilà. Mais impossible de ne pas se faire piquer ces photos dès qu'on les met sur le web, hein. Ça, ne rêvez pas. Le seul moyen, c'est de ne pas les mettre. Ou alors de les dégrader énormément. Mais les filigranes, tout ça, ça peut être retiré par